Bonjour à tous et bienvenue sur l'essentiel de l'immobilier, le podcast qui va à l'essentiel pour vous aider à vivre de l'immobilier sous toutes ses formes. Chaque dimanche, retrouvez un nouvel épisode dans lequel nous parlerons des métiers de l'immobilier, d'investissement et de la vie en copropriété. Je suis David, professionnel de l'immobilier depuis 10 ans. Retrouvez mon livre « Acheter son premier appartement », le guide complet pour réaliser votre rêve immobilier sur Amazon. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Tu poses des questions, on a les solutions. Démarrer c'est facile, avec nous c'est tranquille. L'essentiel de l'immobilier, un podcast pour t'accompagner dans tous tes projets. Tu sais qu'on va assurer. Quentin, bienvenue sur ce nouvel épisode. Je suis très content de te voir avec moi ici. Aujourd'hui, on va parler du crédit. On va parler du crédit et le titre de l'épisode, c'est « Comment obtenir un crédit et au meilleur taux ». Donc Quentin, je t'en prie, présente-toi à la communauté. Bon, déjà, David, je suis réciproque, je suis très content d'être là. On se connaît depuis longtemps, on peut le dire. Et j'ai découvert ton podcast que je trouve vraiment, franchement, très intéressant. Parce que moi qui suis de l'autre côté de l'immobilier, puisque moi je m'occupe des financements, je trouve que tes conseils sont très avisés, très justes par rapport à ce que je vois. Et je tenais à le dire parce que j'écoute beaucoup de podcasts, je regarde beaucoup de vidéos sur l'immobilier. Et je trouve que clairement, ton intonation, ta façon de parler et tes explications, elles sont vraiment hyper claires et nettes. Donc, je suis très content d'être là et merci de m'avoir invité. Un plaisir partagé et tu le sais, tu étais un de mes meilleurs amis aussi, donc je suis très content encore une fois que tu sois là avec moi. Donc aujourd'hui, c'est un sujet sérieux pour la communauté. On doit leur expliquer comment obtenir un crédit au meilleur taux, c'est l'objectif. On va à l'essentiel, donc je leur donne des vrais conseils, s'il te plaît. Tu vas vraiment dans les fondements, les choses utiles. Nous, notre marque, c'est vraiment de se démarquer justement de tous les conseils qu'on trouve sur YouTube et les autres plateformes qui parfois induisent les gens en erreur. Donc j'ai entièrement confiance en toi. Je sais que tu vas faire le maximum. Donc Quentin, fais-nous déjà un petit parcours de toi, de qui tu es, un peu ton pédigré, et puis après, on enchaîne. Donc moi, voilà, j'ai commencé ma carrière à 18 ans chez Renault dans l'automobile. On ne peut pas être parfait. J'ai fait l'école de vente Renault à 18 ans, à l'époque à Lyon. Et puis ensuite, j'ai gravi les échelons chez Renault en étant vendeur, et puis chef de vente et directeur de concession. Et puis un jour, j'en ai eu marre. Je savais que si je voulais évoluer, il fallait que je parte. J'ai une femme et des enfants, et c'était pas le but de partir. Donc j'ai décidé de me mettre à mon compte et de créer un cabinet de courtage en crédit qui s'appelle donc Crédit Avenue depuis donc le 1er janvier 2018. Aujourd'hui, j'ai une équipe qui est avec moi, qui m'entoure. J'ai la chance d'être indépendant. Ça veut dire que je ne suis pas attaché à une franchise nationale et ça me donne beaucoup de liberté, notamment de choisir avec qui j'ai envie de travailler et surtout d'avoir une grande liberté avec mes partenaires bancaires. Alors, on va juste revenir un petit peu encore sur ton parcours, parce que moi, je sais des choses que les autres ne savent pas encore. Tu peux aussi raconter comment on s'est rencontrés. Je pense que ça peut être sympa. Et puis, tu peux développer le nombre de mandataires que tu as eu, le nombre de franchises que tu as eu, parce que tu n'as pas que Crédit Avenue. Tu as d'autres plans, tu es multifacette. Donc, c'est bien que tu expliques, parce que tu es quelqu'un avec beaucoup de compétences, et moi, je veux que les gens le sachent. Alors en fait, voilà, donc moi, courtier depuis janvier 2018. Aujourd'hui, j'ai 5 agences de courtage, j'ai 5 cabinets. On a été jusqu'à 35 chez Crédit Avenue, 35 mandataires. Aujourd'hui, on est redescendu à 17-18 mandataires. La crise de 2023, quand même, malgré tout, elle a été impactante, puisque pour rappel, en 2023, il y a eu 50% de volume de crédits immobiliers qui ont été enlevés du marché, puisque les banques ont prêté 50% de moins en 2023 par rapport à ce qu'elles faisaient les autres années. Donc, quand on enlève un dossier de crédit sur deux, on comprend bien que forcément, pour nous, notre activité en tant que courtier, ça nous a impacté. Donc, tous mes mandataires qui étaient les plus jeunes dans l'activité et qui n'avaient pas encore un portefeuille de clients assez important, malheureusement, ils sont obligés d'arrêter. Donc, c'est comme ça qu'on a réduit la voilure, malheureusement. Mais ça veut dire aussi que du coup, ça a impacté une petite crise de l'immobilier. Alors, moi, j'ai une petite crise parce qu'en fait, ça a été simplement un rattrapage. Après le Covid, il y a eu une énorme accélération des volumes de transactions. C'était presque même trop. Et forcément, à un moment donné, le marché doit se réguler. Donc moi, je l'avais un peu anticipé. Mais bon, voilà. L'idée, c'est que voilà, on est 16-17 et même on a un 18e qui est en train d'intégrer l'équipe. Aujourd'hui, en gros, on est présent entre Perpignan et Montpellier sur toute cette zone. Donc, en passant par Narbonne, Béziers, Agde, où c'est notre siège historique. On a aussi une équipe sur 7. Enfin, voilà, vraiment, on fait le bassin méditerranéen entre Perpignan et Montpellier.
David, on s'est rencontrés, c'est important parce que Raconte une petite anecdote. ce qui est incroyable, en fait, c'est que quand j'ai décidé de partir de chez Renault, pendant un an, je travaillais avec un autre courtier, bon, peu importe. Et quand j'ai décidé de me mettre à un compte, on s'est retrouvé du jour au lendemain de devoir trouver un bureau. Et puis David, on ne se connaissait pas, mais tu connaissais mon premier associé sur Crédit Avenue. Et c'est David qui m'a trouvé mon premier bureau pour la location. On s'est retrouvé dans 150 mètres carrés de bureau à deux. Et grâce à David, du coup, j'ai été obligé d'avancer parce que David m'a trouvé ce bureau-là, ça a été un peu inespéré. Et quand on s'est retrouvé dans 150 mètres carrés avec mon premier associé, on s'est dit, bon, maintenant, on va pas pouvoir rester à deux dans cette taille de bureau. Il va falloir qu'on recrute. Et c'est comme ça qu'en fait, on a rapidement grandi. Donc, indirectement, David, et même directement, c'est grâce à toi, aujourd'hui, qu'on est là et qu'on est à ce niveau-là. Ce que je voulais surtout souligner, c'est que tu as eu la brillance d'esprit de prendre des grands bureaux tout de suite parce que tu étais ambitieux, tu as monté une équipe vite, tu as investi beaucoup d'argent et ça t'a réussi aujourd'hui. C'est déjà un premier conseil qu'on peut donner aux... Oui, allons-y. Rentrons dans le vif du sujet parce que je vois que tu bouillonnes. Vas-y, parle-nous du crédit. Comment on fait pour avoir un bon crédit? À qui on s'adresse? Qui on va voir en premier? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, avant de parler de crédit, ce que je trouve d'important, c'est qu'il faut toujours anticiper le coup d'après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, investir pour un one-shot, ça ne sert à rien. Investir, c'est sur le long terme et c'est quelque chose qui se prépare. Si on ne prépare pas, on n'aura pas de crédit. Et si on n'a pas de crédit, on n'a pas d'investissement. Donc ça, déjà, le premier conseil, c'est d'anticiper et de préparer un projet longtemps en amont. Comment on prépare un projet? Déjà, pour commencer, il faut avoir des relevés de compte qui sont nickel. Il ne faut pas avoir de commission d'intervention. Il ne faut pas avoir de découvert. Il faut mettre de l'épargne de côté. Il faut montrer à la banque qu'on est un épargnant et qu'on est capable de faire face si jamais il y a un problème. Que ce soit un problème financier ou un problème, il y a des travaux à faire qui ne sont pas prévus, il y a un loyer qui ne rentre pas, etc. Il faut montrer à la banque qu'on a les reins solides. Les reins solides, ce n'est pas forcément avoir 5 000 euros sur son compte. Mais c'est en tout cas, il faut avoir 6 mois de futur loyer, d'épargne de précaution pour rassurer une banque. C'est-à-dire que si on a 500 euros de loyer dans le futur investissement qu'on va avoir, il faut avoir 3 000 euros au minimum d'épargne de précaution qui vont couvrir 6 mois de loyer impayé. Ça, c'est la première base. Deuxième conseil qui est hyper important, il ne faut jamais partir trop grand. Il faut d'abord faire ses preuves auprès d'une banque. Il faut montrer à une banque qu'on commence petit, qu'on y arrive. Et après, la banque, elle suivra sur la suite du projet. C'est ce que je leur dis à chaque fois quand je prends l'exemple des gens sur YouTube qui achètent des immeubles avec 4, 5 appartements pour faire du Airbnb. Moi, je leur dis non, achetez des petits appartements, mettez-les à la loc, montrez que vous avez compris la logique derrière et que vous puissiez, vous arrivez à être rentable. Vas-y, continue. Et c'est la base de tout. J'ai trop aujourd'hui de jeunes investisseurs ou de moins jeunes qui viennent me voir pour un premier projet, qui veulent acheter un immeuble avec 5 appartements. Et malheureusement, 9 fois sur 10, ce dossier il est refusé. Et on a beau avoir un méga projet, je vois arriver beaucoup de personnes avec des super dossiers. Ils ont fait plein de formations d'immobilier, ils pensent tout savoir, ils viennent me voir avec un projet qui est ficelé, qui est complet, il est magnifique sur le papier, mais il est réalisable dans une banque. La banque, elle s'en fiche d'avoir un beau projet. Elle veut avoir confiance en l'investisseur. Et confiance en l'investisseur, c'est commencer petit, montrer qu'on est capable et avancer petit à petit. Alors moi, je vais te poser une question parce qu'il y a une légende qui dit qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à se faire financer les frais de notaire. Que le 110% n'existe plus. Alors toi qui es le mieux placé de nous tous ici, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Alors, ça a été vrai il y a quelques mois. En 2023, on l'a dit, la moitié des financements ne passaient plus en banque. On ne pouvait plus financer un projet sans apporter tous les frais. Aujourd'hui, ça y est, le marché est en train de se décoincer. Les taux sont en train de rebaisser puisque on est monté au pic de taux les plus élevés entre décembre 2023 et janvier 2024. On a été au moment où les taux ont été les plus élevés. Et là, jusqu'à cet été, jusqu'à donc fin juin, début juillet, les taux ont fortement baissé. Depuis les élections, il y a une petite stagnation. Les marchés sont un peu attentistes. On attend de voir. Je pense que ça ne va pas durer. Les taux vont continuer à baisser parce que le marché a besoin maintenant de repartir. Et je pense que les banques centrales et tout le monde a un intérêt à ce que les taux recommencent un peu à baisser. Alors, je pense qu'on n'arrivera jamais à retrouver les taux qu'on a eus en 2022 ou fin 2021. Oui. Ça n'arrivera plus. Mais en tout cas, avoir des taux qui soient sur 25 ans, autour de 3%, ça va revenir. Là, en ce moment, pour situer un petit peu, on est début août, un peu moins 3,70 sur des dossiers cohérents, on y arrive, des très bons dossiers. On a même des banques qui aujourd'hui sont en dessous de 3,30 sur des excellents dossiers sur 25 ans, ce qui est fait. Ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé. Bon,
Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, les banques, elles sont dans une position de vouloir emprunter. Et du coup, pour des investisseurs, si le dossier est très cohérent, je l'ai dit, s'il y a de l'épargne de précaution, si toutes les conditions sont réunies, on peut emprunter la totalité du projet, y compris les frais de notaire. Alors, pour toi, un bon dossier, comme tu nous l'as dit, c'est un dossier sans agio sur les quoi? 6 derniers mois, 3 derniers mois? Alors, 3 derniers mois, parce que les banques vont prendre 3 derniers relevés de compte. Donc, c'est 3 mois. Mais il n'y a pas que ça. Pour moi, aujourd'hui, un bon dossier, pour pouvoir faire un investissement locatif, les banques, elles vont demander à ce qu'on soit propriétaire de sa résidence principale. Ah, alors là, attention à la communauté qui nous écoute, les 25-34 ans en partie. Explique-nous comment on fait pour être propriétaire de sa RP et en même temps vouloir investir. Qu'est-ce qu'on fait, Quentin? Explique-nous. Il ne faut pas le faire, mais je vais vous dire quand même comment il faut faire. Ne le faites pas parce que c'est pas bien. De l'autre côté, si ne le faites pas, vous n'y arriverez pas. Aujourd'hui, il faut présenter un projet à la banque. Si on n'est pas propriétaire de sa résidence principale, il faut présenter un projet de résidence principale. Logique. Comment on présente un projet de résidence principale? Déjà, ça veut dire qu'il faut faire son investissement pas loin du lieu où on travaille. C'est quoi la limite? 30 km, 50 km? Une demi-heure de route, aller jusqu'à 3 quarts d'heure de route, la banque, elle peut comprendre qu'on va vivre dans le bien qu'on achète si on est à 3 quarts d'heure de l'endroit où on travaille. Ok. Donc ça dépend dans quelle région on vit. Si on est en région parisienne, 3 quarts d'heure, c'est pas beaucoup. Si on est comme chez nous dans la campagne, ou en tout cas dans les petites villes, 3 quarts d'heure, c'est 25, 30, 40 km. Et ça passe très bien. Donc ça, c'est un premier point. Mais ça veut dire aussi qu'il faut être capable d'investir sans intégrer de futur loyer. Puisque si on va expliquer que c'est la résidence principale, on ne va pas mettre un futur loyer. Même si là encore, on va vous apprendre à... Allez, vas-y. Vas-y, lance-toi. Améliorer un dossier, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut très bien acheter une maison de village. Il y a plusieurs étages. Au rez-de-chaussée, peut y avoir un studio. Donc on achète sa résidence principale parce qu'on va habiter dans les étages et on va louer le rez-de-chaussée. Et là, on peut intégrer un futur loyer dans le calcul du taux d'endettement, même si c'est pour la résidence principale. Là encore, pendant une période, ça a été très compliqué dans les banques. Il y avait beaucoup de banques qui n'acceptaient plus de prendre un futur loyer dans le même bâtiment que la résidence principale. À nouveau, on y arrive, mais il faut malgré tout que ça reste très cohérent. Ça veut dire qu'il faudrait quasiment que sans le futur loyer, on ne soit pas loin des fameux 35% de taux d'endettement. Puisqu'on va y venir dans un bon dossier, il y a aussi un taux d'endettement à respecter. Mais en tout cas, voilà, être propriétaire de sa résidence principale, si ce n'est pas le cas, en tout cas, il faut faire passer l'investissement locatif pour la résidence principale. Donc, pour résumer, pas d'impayé, pas d'agio, des comptes sains, un projet de RP, une zone proche et cohérente par rapport au lieu de travail. Ok. Et on peut intégrer un hypothétique projet locatif si c'est un rez-de-chaussée ou si c'est un garage. Ok. À transformer en appartement, évidemment. Bon, jusque-là, on te suit. Donc, la suite pour que le dossier soit sexy, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous manque? Alors, il faut être un CDI, bien entendu. CDI, ça veut dire que même si on a un CDI qui est récent, quelqu'un qui est jeune, qui finit ses études, qui vient de rentrer dans la vie active, il a un CDI avec un poste qui est cohérent, même si ça fait que 2 ou 3 mois qu'il est en CDI, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui disent, mais ça fait moins d'un an de CDI, il n'y a pas de problème. Oui, il y a certaines banques qui vont bloquer, mais d'autres vont le prendre. D'où l'intérêt aussi de passer par un courtier qui va savoir exactement quel projet amener à quelle banque. On mettra en commentaire un contact pour que les gens puissent se contacter pour étudier leur dossier. En tout cas, il n'y a aucun souci. Mais ça, c'est important aussi. Le projet peut être sexy pour une banque et pas du tout sexy pour une autre, alors que c'est le même dossier. Parce que toutes les banques n'ont pas les mêmes critères. Toutes les banques ne prennent pas les mêmes revenus en compte. Toutes les banques ne vont pas être attirées par le même type de client. Donc, toutes les banques aussi ne vont pas être compétitives en même temps. Tu peux nous donner un exemple, une comparaison? Je suppose que tu vas nous parler peut-être du Crédit Agricole et de, je sais pas moi, Société Générale par exemple. Je prends un exemple. Alors, chez nous, Crédit Agricole, donc si vous avez un CDI qui a moins d'un an, il ne tient vraiment pas compte. Alors qu'à côté, il y a la caisse d'épargne qui aime bien plutôt les clients jeunes et qui vont accepter le CDI à partir du moment où il n'y a plus de période d'essai en route. Par exemple, il y a des banques qui vont intégrer des revenus qui sont liés par exemple à la prime pour l'emploi. Il y a d'autres banques qui ne vont pas prendre les revenus de la prime pour l'emploi. Il y a des banques qui vont prendre de la CAF quand les enfants sont jeunes. D'autres qui ne vont pas intégrer la CAF dans le calcul de l'endettement. Par exemple, il y a des banques qui vont pondérer des revenus qui sont liés à des activités, par exemple du commerce. Si vous avez des revenus variables parce que vous avez des primes, moi j'ai été vendeur de voitures pendant des années, j'avais un tout petit fixe et beaucoup de commissions. Il y a des banques qui vont prendre la moyenne des commissions sur les 3 dernières années puis ils vont les pondérer à 80%. Il y a d'autres banques qui vont prendre 100% des revenus qui sont liés aux commissions. Ah oui, et oui, ça change tout. Ça change tout dans le taux d'endettement, ça. Et bien exactement, donc si on est allé voir sa propre banque et que la banque elle pondère les revenus et qu'en plus elle va prendre une moyenne alors que
on est sur des revenus qui sont en forte évolution sur les dernières années, un dossier ne passe pas dans une banque, et donc on se dit, purée, ma banque, elle va me bloquer, je passe pas, alors qu'en réalité, avec une autre banque, ça peut passer. Ah oui. Donc, tu conseilles de faire combien de banques, toi, à peu près? Alors, moi, je vais vous dire, passer par un courtier. Parce que même passer par plusieurs banques. Alors, je vous ai dit que je prêche pour ma paroisse, mais non, c'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, même si vous tombez dans la bonne banque, je vous donne un exemple. On l'a dit tout à l'heure, la caisse d'épargne, ils sont capables de prendre des clients qui ont un CDI qui est récent pour peu que la période d'essai soit terminée. Mais si vous tombez sur un conseiller qui est débutant, qui n'a pas l'habitude de monter les dossiers de prêt, ou au contraire, vous tombez sur quelqu'un qui est en fin de carrière, qui n'a pas trop envie de s'embêter, il voit arriver le dossier de crédit comme une contrainte, parce qu'il a déjà beaucoup de boulot, puis il n'a pas envie de s'en occuper. Le dossier peut être bâclé, et on peut avoir un refus, non pas parce que votre dossier ne correspond pas aux critères, mais parce que l'interlocuteur que vous avez vu dans la banque, il n'est pas compétent pour s'en occuper. Là où le courtier, il a ses contacts dans les banques, il sait vers qui il peut se tourner. Et du coup, on va maximiser les chances d'avoir un accord de prêt parce qu'on va avoir le bon interlocuteur. Et on a les grilles de taux, on sait où on va aller, donc on va pouvoir optimiser les conditions. Mais c'est quoi les honoraires d'un courtier, alors? Alors, c'est très variable. Alors, il faut se méfier. Il y a plusieurs types de courtiers, il y a plusieurs types de mandats qu'on signe avec un courtier. Le premier type de mandat, c'est le mandat de conseil. Et là, je dis attention, le mandat de conseil, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un courtier qui facture un client des mandats de conseil, quoi qu'il arrive, les honoraires, ils sont dus, même si le dossier ne va pas au... Moi, je ne travaille pas comme ça, je trouve que c'est complètement pas logique. Ça veut dire que, pour résumer, le courtier, même s'il ne travaille pas sur le dossier du client, si le client il arrive à avoir son crédit de son côté, il doit quand même payer les honoraires au courtier. Ok, ça c'est très important ce que tu dis. Donc pour toute la communauté, là, nos auditeurs, il faut se méfier donc des mandats de conseil. Exactement. Donc ensuite, moi ce que je pratique, c'est un mandat de recherche de capitaux. Et là, ça porte bien son nom, c'est que le courtier il est payé uniquement si le dossier de crédit aboutit, va au bout. Et à ce moment-là, quand les fonds sont débloqués, on paye le courtier. Et attention, il y a deux types de mandats de recherche de capitaux. Il y a le mandat exclusif, où là, ça veut dire qu'à partir du moment où le client accepte de travailler avec le courtier, le client arrête toutes les démarches qu'il pourrait faire avec d'autres banques et d'autres courtiers, travaille avec un seul courtier exclusif, et c'est le courtier qui va aller au bout, et les honoraires sont dus quand le dossier arrive au bout. Ah, C'est un peu comme un mandat d'exclusivité qu'on peut avoir dans l'immobilier. ouais. Tu peux nous parler aussi de la SACF, de la CASDN, de ces trucs? Voilà. Ça, c'est la deuxième étape. Une fois qu'on a vu son courtier, On a vu son courtier, on a monté le dossier ensemble. Là, il l'a amené dans les banques. En tout cas, il va l'amener dans les banques. Vas-y, continue ton storytelling. Nous t'écoutons. et donc là, il y a deux types de garanties qui vont être mises sur le prêt. Le premier type de garantie, c'est celle qui est prise la plus souvent dans les banques. C'est un organisme de cautionnement qui est extérieur à la banque. Ça veut dire qu'avant, les banquiers, quand ils prêtaient de l'argent aux clients, le banquier allait voir le notaire, puis il disait « Bonjour, monsieur le notaire, je suis le banquier qui prête de l'argent à ses clients. Et s'ils arrêtent de payer, c'est moi je serai prioritaire pour saisir le bien en cas de non-paiement. » Et c'est ce qu'on appelait vulgairement une hypothèque. Alors, et ça, maintenant, les banques, ils le font plus, parce qu'en fait, la banque, quand elle prend une hypothèque, elle garde le risque pour elle. En cas de non-paiement, c'est elle qui va saisir, c'est elle qui va rentrer dans des conflits et qui va passer du temps avant de se faire rembourser. Maintenant, les banques, ce qu'ils adorent, c'est travailler avec des organismes de cautionnement, donc se désengager du risque. Et en gros, c'est l'organisme de cautionnement qui va récupérer le dossier du client et qui va dire « Bah oui, monsieur le banquier, tu peux prêter de l'argent à ces clients parce que s'ils arrêtent de payer, c'est moi qui paierai pour eux. » Et donc, c'est ce qu'on appelle, en fonction des banques, la SACEF, la CASDN pour la fonction publique qui travaille avec la Banque Populaire, ça veut dire le CAMCA avec le Crédit Agricole, ça veut dire Crédit Logement avec d'autres et d'autres organismes qui existent sur le marché. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Aujourd'hui, déposer son dossier dans plein de banques, ça peut bloquer le dossier. Parce que si jamais on bosse, je prends un exemple, Caisse d'épargne et Banque Populaire, c'est pas les mêmes banques. Pourtant, derrière, c'est le même organisme de cautionnement qui travaille. Et quand un organisme de cautionnement reçoit deux dossiers d'un même client, eh ben, l'organisme va avoir deux dossiers arriver en même temps, ils vont refuser le dossier. Pourquoi? Parce que l'organisme, ils ont peur en fait que les clients sont en train de faire deux dossiers en doublant en parallèle, et du coup avoir deux fois le crédit. Ou ils ont peur surtout qu'ils sont en train de faire le tour de toutes les banques, et comme ils n'aiment pas travailler pour rien, ils préfèrent refuser. Donc c'est pour ça que travailler avec un professionnel du crédit type le courtier sait quelle banque travaille avec quel organisme de cautionnement et de ne pas faire des doublons. Et puis, il a une stratégie. Il sait vers quelle banque il doit aller, à quelle période de l'année, comment. Puisque, pour juste finir sur ce dossier, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne en banque, les enveloppes allouées au crédit,
les montants annuels qu'ils ont. Enfin, je sais. Alors, ce qui est assez incroyable, et c'est pour ça que je dis souvent à mes clients, on ne peut pas me dire quand même que les banques ne s'entendent pas les uns avec les autres. En moyenne, une banque, elle est compétitive sur les crédits immobiliers 2 mois par an. Et le reste du temps, ils ne sont pas compétitifs. Et on le voit tout le temps. Et c'est jamais la même banque qui est compétitive. Et c'est marrant parce que quand il y a une banque qui est hyper compétitive pendant un petit moment, ils prennent du coup beaucoup de dossiers. Puis une fois qu'ils ont pris leur enveloppe, ils remontent les taux. Et puis il y a une autre banque qui va se positionner comme il faut sur le marché. Et c'est pour ça que par période, on a des banques avec qui on travaille plus que d'autres. Et puis des fois, il y a des banques pendant un an, on ne les voit plus. Parce qu'ils ont fait leur volume et ils arrêtent de travailler. Et ils se positionnent que sur les très bons dossiers et encore, des fois même pas. Et c'est là où je dis que c'est un peu dangereux de travailler directement avec ces banques ou avec sa banque. Parce que comment savoir si on était dans la bonne banque, au bon moment, avec le bon taux, dans la même période? Et puis surtout, on a parlé des organismes de cautionnement, on a parlé des taux bancaires, mais il y a une troisième étape qui est hyper importante, c'est l'assurance emprunteur. Parce qu'aujourd'hui, alors, là aussi c'est extraordinaire. Vas-y, on t'écoute. Explique-nous tout. Une banque n'a pas le droit d'obliger un client à prendre l'assurance emprunteur chez elle. Bien que. C'est interdit par la loi. Non, Oui, c'est interdit. Oui, c'est interdit. Bien que. Sauf qu'aujourd'hui, une banque, elle n'est pas obligée de motiver un refus de prêt. En français, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la banque, elle peut dire qu'elle refuse un crédit sans dire pourquoi. Donc je vous rassure, dans 95% des cas, si vous ne prenez pas l'assurance dans la banque va vous refuser votre crédit. Bien sûr. Et du coup, ils en profitent pour être en position de force et pour souvent, pas tout le temps. Attention, il y a des fois des banques qui sont très bien positionnées sur l'assurance emprunteur en termes de tarifs. Mais il y a beaucoup de banques quand même qui sont très chères sur l'assurance emprunteur. Tu peux nous donner un exemple, disons sur 200 000 euros, c'est à peu près combien pour un jeune couple? Comme je ne sais pas te répondre, David, parce que l'assurance emprunteur, elle va dépendre du montant emprunté, elle va dépendre de la durée de crédit, elle va dépendre de l'âge des emprunteurs, mais aussi de leur état de santé. Eh ouais. On peut avoir 20 ans et avoir un gros traitement médical parce qu'on a des soucis de santé. Et dans ce cas-là, il peut y avoir des surprimes, mais pas forcément. Parce que depuis à peu près un an, il y a une nouvelle loi qui est passée sur l'assurance emprunteur qui dit quoi? Elle dit que si sur une tête, on emprunte moins de 200 000 euros, alors c'est pas emprunté, c'est on couvre moins de 200 000 euros de montant d'assurance, et qu'on a moins de 60 ans en fin de prêt, on n'est plus obligé de répondre à un questionnaire médical. Ouais, c'est vrai, oui, c'est vrai. Donc ça veut dire que là, effectivement, notre jeune couple, même s'il y en a un des deux qui a un gros problème médical, parce qu'il a moins de 60 ans en fin de prêt, et s'il couvre moins de 200 000 euros sur l'assurance, pas de questionnaire. Donc par exemple, un jeune couple qui achète un bien à 300 000 euros, on va dire, ouais, mais il dépasse les 200 000 euros. Ben non, puisqu'à ce moment-là, on peut aussi le couvrir qu'à 75%. Eh oui. Et si on couvre à 75%, il est couvert pour 200 000 euros. Et s'il est couvert pour 200 000 euros, plus de questionnaire de santé. Quentin, tu nous as appris beaucoup de choses, merci. Je suis sûr que les gens vont écouter et réécouter ce podcast, c'était intense. Maintenant, je voudrais qu'on passe à la deuxième partie. Je voudrais que tu nous expliques comment on optimise son crédit, comment on fait, parce qu'on entend souvent parler de différé. Je veux que tu rentres dans le détail, que tu nous expliques comment changer d'assurance de prêt, que tu nous dis ce qu'on peut faire quand on veut acheter, quand on veut investir, quand on veut optimiser au maximum son crédit. Toi, tu ferais quoi avec tous les dossiers que tu as vus là? Alors déjà, on parlait de l'assurance emprunteur, on a dit que c'était un pôle qui est très important dans le coût total du crédit. Donc vous ne focalisez pas trop sur l'assurance emprunteur. C'est antinomique avec ce que je viens de dire avant, mais pourquoi? Parce qu'heureusement, quand même, la loi va protéger les emprunteurs. Et la loi, elle dit quoi? La loi, elle dit qu'à partir du moment où on a fait un financement dans une banque, à n'importe quel moment, on peut changer l'assurance emprunteur. Sous réserve que la nouvelle assurance emprunteur, elle ait le même niveau de couverture que l'assurance qui a été vendue au départ par la banque. Ça veut dire quoi? Les mêmes conditions ou le même niveau de protection? Tout pareil. Le même niveau de protection, les mêmes clauses, tout pareil, au minimum. C'est-à-dire que si l'assurance, elle est mieux courante, on peut la changer. Par contre, je prends un exemple, on ne peut pas dire si je suis assuré à partir de 33% d'invalidité, on ne pourra pas prendre une assurance qui couvre qu'à partir de 66% d'invalidité. Par contre, l'inverse, si la banque elle a vendu une assurance à 66% d'invalidité et que la nouvelle assurance elle couvre à partir de 33%, on est mieux couvert, donc la banque ne peut pas refuser. Mais donc ça, pareil, un courtier peut vous aider, mais on est capable de changer des assurances emprunteurs pour faire des grosses économies derrière. Donc ça, déjà, on peut l'optimiser. Ok, alors, juste pour finir là-dessus, assurance perte d'emploi, oui, non? Non. Enfin, moi, ça fait des années que je suis courtier. Je fais à moi, avec mes équipes, on fait 450 dossiers de crédit par an. Je crois qu'on n'a jamais vendu une assurance perte d'emploi.
Pourquoi ? Parce que l'assurance prête d'emploi, elle est très chère. Il y a beaucoup de conditions pour la faire fonctionner. Il y a des clauses pendant une grande période durant laquelle l'assurance elle ne marchera pas. Ensuite, il y a des moments où elle va marcher pour vous un certain temps. Enfin, franchement, il ne faut pas prendre l'assurance perte d'emploi. Par contre, le reste, en fonction de ce qu'on veut faire, soit on veut acheter un bien pour de l'investissement locatif, auquel cas les banques elles vont accepter de prendre uniquement de l'assurance décès, incapacité et perte totale ou irréversible d'autonomie. En gros, c'est que l'assurance qui est là vraiment pour couvrir des très graves maladies ou pour couvrir le décès. Pourquoi ? Parce qu'on sait que c'est le locataire qui va payer une partie du crédit. Donc c'est pas très grave si on n'a pas la couverture pour la maladie classique ou pour juste l'invalidité partielle ou si on a juste un arrêt de travail pendant quelques mois ou quelques années, c'est moins grave. Voilà. Par contre, pour la résidence principale, il faut avoir aussi toute cette couverture en plus. Voilà. Donc l'assurance n'est pas le même prix entre l'investissement locatif ou l'investissement de la résidence principale. Tu peux nous parler des quotités d'assurance, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est une quotité 100% chacun? Est-ce qu'on est couvert à 100% chacun? 50%, ça veut dire quoi? Parce que je sais que j'ai déjà eu la question. Explique-nous. Alors, Reprends l'exemple du jeune couple, par exemple. le jeune couple, ils sont deux, ils achètent. La banque, elle va demander au minimum que le prêt soit couvert à 5% sur l'assurance. Donc ça peut être 50% pour monsieur, 50% pour madame, ça peut être 75% pour l'un et 25% pour l'autre. Il faut au minimum que le prêt soit couvert à 100%. Ça veut dire quoi? C'est 75, c'est 25 et c'est 100%. Ça veut dire que si les deux couples, on va prendre un exemple simple, ils sont couverts chacun à 50%. Donc 50% monsieur, 50% madame. Ça fait pas mourir d'en parler, il y a un des deux personnes dans le couple qui vient à décéder. Ça veut dire que le conjoint restant, il va lui rester 50% de la mensualité à payer. Malgré tout, 50%. Moi, ce que je préconise, c'est d'être couverts tous les deux à 100%. Pourquoi ? Parce que j'entends souvent des couples qui me disent « Mais attends, si malheureusement mon mari vient à décéder ou malheureusement ma femme vient à décéder, j'ai toujours mon salaire qui rentre et effectivement, je vois la moitié du revenu en moins, mais je peux toujours payer. » Oui, mais non. Parce que les charges fixes de la maison, la taxe foncière, Elle bouge pas. l'électricité, l'assurance, qu'on soit deux ou qu'on soit seul, c'est le même prix. Et j'ai envie de dire, on parle du décès, mais il n'y a pas que le décès, il y a aussi une invalidité grave. Une invalidité grave, le conjoint reste dans la maison, peut-être qu'il faudra faire des travaux pour aménager la maison. Peut-être que s'il y a eu des enfants entre-temps, le conjoint qui est devenu gravement malade, le conjoint invalide, il va être obligé de s'occuper plus de son conjoint, donc potentiellement travailler moins, donc avoir moins de revenus. Et si on n'est pas couvert à 100% sur le crédit, des fois ça oblige à vendre la maison. Donc toi, tu préconises 100% sur chaque tête. Faites pas d'économies là-dessus. Faites des économies en changeant vos assurances emprunteurs pour ne pas prendre l'assurance. Si celle de la banque a été chère, je dis bien, si elle n'a pas été chère, c'est pas la peine, mais si l'assurance de la banque elle a été chère, changez plutôt vos assurances avec des compagnies qui vont couvrir pour le même niveau mais moins cher, mais ne mégotez pas sur l'assurance et sur la qualité de l'assurance. Je prends souvent l'exemple, moi aujourd'hui je suis assuré de touriste sur ma voiture. Pourtant, ça fait 25 ans que j'ai pas eu d'accident. Ouais, plus tu vois. Ta tête. Mais oui, mais là on parle de 200, 300, 150 000 euros d'emprunt et on va mégoter pour être assuré qu'à 50%. Moi, je préconise d'être assuré à 100% chacun. C'est un très bon conseil et je suis complètement de ton avis. Maintenant, je voudrais que tu me parles du différé parce que je l'entends souvent, cette histoire de différé. C'est quoi le différé? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Pourquoi on prendrait un différé? Est-ce que c'est vrai qu'on peut aller jusqu'à 27 ans? Je sais qu'à l'époque, on parlait de crédit qui allait jusqu'à 30 ans. Explique-nous tout, dis-nous tout, livre-nous tous tes secrets. Bon, déjà, il faut savoir qu'en 2021, de mémoire, il y a une nouvelle loi qui est passée qui s'appelle la loi HCSF. En gros, c'est le gendarme des banques qui a pondu une loi qui, déjà, première chose, a interdit aux banques de dépasser les 35% de taux d'endettement. Il faut savoir qu'avant, il était préconisé de ne pas dépasser les 33%. Donc, une banque qui jugeait que son client était capable de payer, elle pouvait dépasser cette pente de 33%. Aujourd'hui, elles ont interdiction de dépasser ces 35%. Sauf sur un petit pourcentage de prêts, elles ont un volume où elles sont contrôlées, elles peuvent charger de temps en temps de déroger à cette loi, mais globalement, en fait, elles dérogent quasiment plus. Bon. Donc 35%, c'est le premier point. La deuxième chose qu'a dit cette loi, c'est qu'on ne devait pas dépasser les 25 ans de durée d'emprunt. 25 ans, là où avant, effectivement, on pouvait aller jusqu'à 30, donc on ne peut plus y aller. Et on peut rajouter 2 ans s'il y a du différé de remboursement. Et du différé de remboursement, c'est quoi? Ça veut dire que demain, vous achetez un bien dans lequel il y a des travaux. On peut estimer que le temps des travaux, vous n'allez pas pouvoir vivre dans le bien. Donc, comment on peut payer son loyer plus un nouveau crédit parce qu'on n'est pas encore capable de vivre dans le bien parce qu'il y a des travaux? La banque va permettre de dire on va payer uniquement pendant la période de différé. Donc, ça peut aller de quelques mois jusqu'à 3 ans pour certaines banques.
où on va payer uniquement les intérêts et les assurances de l'enveloppe qu'on a commencé à débloquer à la banque. Et en gros, tant qu'on n'a pas débloqué la totalité de l'enveloppe, donc tant qu'on n'a pas terminé les travaux, on va payer que ces intérêts et ces assurances. Ce qui peut permettre de garder un loyer et de payer une petite mensualité le temps que tout soit terminé. Mais c'est bien ou c'est pas bien alors? Alors, attention, Ah, conseil d'expert. c'était très bien quand les taux étaient très bas. Quand on avait un taux à 1%, le différé, on a dit, c'était que de l'intérêt et de l'assurance. Les intérêts étaient quasiment proches de zéro. Ça coûtait quasiment rien. Donc là, il fallait jouer avec les différés. C'était hyper important. C'était hyper intéressant. Aujourd'hui, avec des taux, même s'ils ont baissé un taux à 3,5 ou à 3,7%, ben c'est 3 fois et demi plus cher que ce que c'était il y a 2 ans et demi en arrière. Donc aujourd'hui, un différé, il peut coûter 800 ou 900 euros par mois. Et le différé, c'est de l'argent, je rappelle, qu'on jette par la fenêtre. Parce qu'on ne rembourse pas le capital de son crédit. On rembourse que des intérêts et des assurances. Donc quand le différé coûtait 150 ou 200 ou 250 euros par mois, c'était pas cher. Quand le différé coûte 850 ou 900 euros par mois, C'est pas pareil. c'est beaucoup moins intéressant. Et aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à dire à mes clients, prenez le différé que si vous avez l'obligation de le faire. Si vous pouvez d'ores et déjà commencer à rembourser votre crédit, commencez à rembourser. Mais d'où l'intérêt aussi d'être bien accompagné par un professionnel de l'immobilier, du financement, qui va être capable de vous calculer le montant des différés et de voir si ça vaut le coup ou pas de les payer. Eh ben, c'est encore une fois un très bon conseil. Parce qu'attention, il existe aussi du différé total. Ça veut dire que c'est beaucoup plus compliqué à obtenir. Mais il y a encore des banques qui le font. Il y a des banques qui vont dire, mais moi, pendant votre période de différé, vous ne payez que les assurances, vous ne payez pas les intérêts. Alors, je vous rassure, les banquiers, ce n'est pas des philanthropes. Un banquier qui vous dit qu'il ne va pas vous faire payer les intérêts, il y a un loup. Effectivement, le loup, c'est qu'effectivement, vous n'allez pas payer les intérêts tous les mois et à l'instant T. Par contre, les intérêts, vous allez les payer en une seule fois le jour où le différé sera terminé. Et il va être rebasculé sur toute la durée du reste du crédit. Sauf que le banquier, il va faire un calcul savant. Tous les mois, il va calculer les intérêts que vous auriez dû payer. Et le mois d'après, quand il va calculer les intérêts que vous avez dû payer, il va les additionner avec les intérêts que vous n'avez pas payés. Donc en gros, vous allez payer 2 fois les intérêts. Et donc ça va vous coûter beaucoup plus cher. Donc, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Dans certains cas, on l'a dit, le taux d'endettement qui ne doit pas dépasser les 35%, si à cause du différé, par exemple, on est déjà propriétaire de sa résidence principale, on a déjà un crédit, on veut faire un investissement locatif, et on est en train de vendre sa résidence principale ou on veut acheter un deuxième bien, peu importe, enfin bon. Et on se rend compte que quand on a le crédit et qu'on a en plus le différé, on dépasse le taux d'endettement de 35%. Ben là, pour le coup, on peut prendre un différé total, du coup, ne pas prendre le différé de remboursement, le temps qu'on vende sa maison, qu'on solde le crédit, on repart sur le nouveau crédit et le dossier passe alors qu'il ne serait pas passé sur un différé total. Donc, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis que chaque cas est différent et chaque cas mérite d'être étudié par quelqu'un qui est capable de vous donner toutes les informations. Eh ben, merci Quentin. Allez, on va finir. Il nous reste 2 questions parce que on a déjà beaucoup parlé et c'est bien. Mais je voudrais juste qu'on finisse sur 2 questions importantes. Explique-nous ce que c'est le décaissé sur les revenus locatifs potentiels. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que le décaissé? Pourquoi certaines banques le font? Pourquoi d'autres le font pas? C'est facile. À quelle hauteur? Le décaissé n'existe plus, puisque la norme HCSF a interdit de calculer l'endettement en décaissé. Alors, c'était quoi le décaissé? Peut-être qu'un jour, ça revenait. En tout cas, alors moi, je suis aussi au syndicat des courtiers qui s'appelle l'UIC, l'Union indépendante des courtiers. C'est le seul syndicat en France des courtiers qui défend les droits des consommateurs plus que les droits des courtiers. Et nous, on milite avec la Banque de France pour qu'on ait le droit à nouveau de calculer en décaissé, parce que le décaissé, c'était quoi? Ça veut dire qu'on avait le droit de prendre la différence qu'on avait entre le crédit qu'on avait à payer et les loyers qui rentraient en face. Et en fait, en gros, on prenait la différence entre le loyer et le crédit, et il n'y avait que la différence qui était intégrée dans le taux d'endettement. Donc pour un investisseur, c'est hyper intéressant. Eh oui. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez 500 euros de crédit et 500 euros de loyer qui vont rentrer en face, vous êtes à 0% de taux d'endettement. Alors que quand vous additionnez les 500 euros de loyer aux 500 euros de crédit qu'on divise par vos revenus globaux, et bien là, vous êtes des fois à 20 ou 25% de taux d'endettement. Eh oui. Donc, on a des dossiers qui étaient à 20 avec le calcul en décaissé à 12% de taux d'endettement, qui aujourd'hui sont à 70% de taux d'endettement avec le nouveau calcul, alors que c'est les mêmes chiffres. Et pour ces dossiers, ça passe? Il y a des dérogations ou pas? Pas de dérogation. Clairement, aujourd'hui, il faut sortir de la tête le décaissé. À l'instant où on vous parle, ça n'existe plus. Maintenant, attention. Je dis toujours une phrase, avec les banques,
ce qui était vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui, sera encore moins vrai demain. Donc peut-être qu'à l'instant où on enregistre le podcast, ce n'est pas possible. Peut-être que demain matin, à nouveau, on pourra le faire. Alors, imaginons que tu as déjà 2, 3, 4 appartements et puis que tu veux acheter un 5e appartement. Ton taux d'endettement dépasse, il frise les 36%. Tu fais quoi? Tu vends ou tu peux acheter? Tu fais quoi? Il y a deux possibilités. Soit votre courtier ou votre banquier, quelqu'un qui est bien avec sa banque, il n'a pas encore dépassé son taux de possibilité Oui, l'enveloppe exceptionnelle. d'enveloppe exceptionnelle. Et si le dossier est très bon, donc un dossier très bon, c'est quelqu'un qui a des bons revenus, quelqu'un qui a de l'épargne, quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il était capable de faire de l'investissement, Oui, qui a une ingénierie de l'immobilier poussée. on peut trouver une banque qui peut dépasser pour 1 point, ou pour 1,5 points, ou pour 2 points, on peut peut-être des fois trouver des solutions. Je dis bien peut-être, et c'est pas sûr à 100%. Mais en tout cas, c'est pas impossible. Donc ça peut être fait. Si ça peut pas être fait, la seule solution, effectivement, c'est soit de revendre un bien, soit il faut pas le faire. Ce que je vais vous dire, faut pas le faire. Vas-y, Quentin, dis-nous. Il y a des solutions, en fait, qui permettent de cacher les financements. Allez, on t'écoute. Je la connais la solution, mais on t'écoute. Je le redis, il faut pas le faire. Je ne le fais pas moi personnellement. Interdit, hein, vous ne devez pas le faire, mais on vous donne quand même la solution à titre indicatif. Pour de la vigilance. Si jamais vous avez fait un revenu locatif qui n'est pas encore dans votre déclaration d'impôt, parce que il faut attendre un an avant de pouvoir déclarer. Donc, si en année vous avez fait votre premier investissement, vos revenus locatifs n'apparaissent pas sur votre déclaration d'impôt. Et moi, je dis toujours un truc important. À chaque fois que vous faites un investissement locatif, il faut l'isoler. C'est-à-dire, vous ne mettez pas tout sur votre compte courant. Vous ouvrez un compte à chaque fois que vous faites un investissement. Sur ce compte-là, vous mettez le crédit, vous mettez vos loyers qui rentrent, vous mettez les assurances du crédit, vous mettez les assurances du bien que vous avez à côté et vous l'isolez à côté. Ah, juste une petite précision, parce que les gens pensent que c'est le cas, mais non, ce n'est pas le cas. Les banques ne communiquent pas entre elles. On est bien d'accord. Il n'y a pas de fichier commun des banques, il n'y a pas de fichier commun des relevés de compte, il n'y a pas de fichier commun. En fait, entre eux, ils ne peuvent pas communiquer, c'est le secret bancaire et chaque banque garde ses propres informations. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut très bien dire, je prends un exemple, j'ai mon compte courant, au-dessus j'ai mes revenus, au-dessus je vis, je fais mes courses, je fais tout avec mon compte courant. À côté de ça, j'ai acheté un immeuble où j'ai 3 loyers et j'ai mon crédit pour l'immeuble. Et je ne les mets pas sur mon compte courant, je les mets sur un deuxième compte à côté. L'assurance de cet immeuble, il tombe sur ce compte-là. Tous les frais que j'ai sur cet immeuble, ils comptent sur le deuxième compte qui est à côté. Et surtout, je ne fais pas de virement de mon compte courant vers le compte du locatif. Pour pas que la banque me dise « Attends, c'est quoi ce virement ?» et me donne un relevé de compte. Ah oui. Et surtout aussi, la banque, si j'ai besoin de mettre de l'argent sur ce compte, je fais un chèque. Un chèque. Et comme ça évite d'avoir à justifier. Pourquoi? Parce qu'un chèque, on ne sait pas où est-ce qu'il est parti. J'ai acheté un vélo, j'ai acheté un cadeau de Noël à ma femme, j'ai acheté un cadeau pour la Saint-Valentin, et j'ai acheté un cadeau à David parce que c'est mon ami. C'est pas pour ça qu'il faut que tu t'emballes là. On va finir en prison. Je le redis, c'est interdit ce que je suis en train de vous dire, ne le faites pas parce que par contre, si vous faites attraper, c'est fraude à la banque, Oui, c'est interdiction d'emprunt pendant des années, oui, c'est décharge des crédits qui est en cours, enfin, c'est hyper grave. oui. Oui, vous pouvez vous retrouver dans des situations graves. Donc il faut pas le faire. Après, il y en a qui jouent au casino. Je connais des gens qui roulent à 200 km/h sur l'autoroute, ils ne se font jamais attraper par les radars. Moi, c'est pas mon cas, je roule à 130 km/h, je dépasse pas la vitesse. Ce que je vous dis là, moi, je le fais pas pour moi. Je le conseille pas à mes clients, mais après, chacun fait comme il veut. Malheureusement. Non, mais en tout cas, j'ai souvent des clients qui viennent me voir en disant « Je comprends pas, vous me dites que mon dossier n'est pas réalisable. Mon voisin, dans une situation de pire, il a réussi à emprunter. » Bah oui, effectivement, si on n'applique pas la loi et si on la contourne, tout est possible. Donc, effectivement, c'est pas infaisable. Maintenant, clairement, il ne faut pas le faire. Surtout pour les assurances. Hein. Pensez-y. Quentin, c'était bien. Est-ce que tu veux me rajouter une dernière chose ou pas? Alors, je trouve que c'est dommage que ce soit si court, mais parce que je sais aussi qu'il y a un temps respecté et c'est normal. Je pense qu'il faudra que, éventuellement, si tu me réinvites, il y a plein de choses parce qu'on peut parler de prêt à taux zéro. C'est hyper important. On peut parler aussi d'aide à la rénovation parce que tout à l'heure, dans ma présentation, David a laissé sous-entendre que j'avais aussi d'autres casquettes. Mais on fera une partie 2 parce que tu as encore plein de choses à nous dire. Mais là, on a déjà explosé le temps classique des podcasts. On est à plus de 40 minutes. Mais oui, on fera une partie 2. Ça, c'est important parce que vraiment, pour les investisseurs, il y a des choses extraordinaires qui sont possibles avec cette seconde partie. Et là, très clairement, j'ai 95% de mes clients qui sont pas au courant. Bon, on fera une deuxième partie, je te promets. Donc, abonnez-vous au podcast parce que cette seconde partie, pour vous les investisseurs, il y a plein de choses que vous allez pouvoir récupérer. Quentin, merci. Ça m'a fait très plaisir encore une fois de te voir sur ce podcast.
Je te remercie vraiment. Et puis, merci pour tous les conseils que tu leur as donnés. Je suis sûr que là, tu as fait plein d'heureux. Il y en a plein qui vont se dire, Ouah, j'ai appris plein de trucs. Et ça, c'est chouette. Quentin, merci. C'est la fin. Je vous dis ciao.